Donc, Francis, j'espère que tu es prêt. Ça va être à toi bientôt. Donc, on a vraiment eu le privilège là, tout au long de cette pandémie de bénéficier là, à peu près tous les 6 mois des présentations de Francis là, qui nous permettaient vraiment de suivre en temps réel là, presque l'évolution des ventes des fruits et légumes, d'avoir son input sur comment il voyait aussi l'évolution de la consommation au niveau du Québec, du Canada. La dernière fois qu'on l'a entendu, c'était le 26 novembre lors de notre journée Inspiration. Mais il y a eu toutes sortes de chamboulements depuis ce temps-là dans les événements mondiaux. Les activités ont repris. Donc, on est vraiment curieux de connaître les nouvelles tendances de la consommation des fruits et légumes. Donc, je vous présente Francis, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, il travaille depuis 20 ans pour Nielsen Canada dans le poste de vice-président Est du Canada depuis maintenant 5 ans. Il se rapporte au directeur général de Nielsen Canada. Il est en charge des équipes en charge des relations avec les manufacturiers québécois et de l'Atlantique. Puis Francis, là, il n'a pas chômé dans les derniers mois. Là, il a fait plusieurs présentations. Il a rencontré des producteurs, des transformateurs, des startups. Il est venu faire son tour à la CPMA. Il était aussi, je le remercie parce qu'il est très pris aussi par le CIAL cette semaine. Donc, vraiment, on voit que tu veux travailler avec toute l'industrie. C'est très apprécié. Et puis, tu as toujours le souci de partager les informations là, pour faire profiter toute l'industrie de ces insights-là. Donc, merci beaucoup, Francis. Et puis, je me permets de le dire, là, Francis, qui sort d'une période de COVID. Donc, soyons cléments sur son état de santé. Quoique tu avais une belle énergie tout à l'heure, mais c'est important de le dire quand même. Donc, merci. Puis, Francis, on garde les questions pour la fin. Je vais pouvoir faire un tri si tu veux. Ça te convient? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour la belle introduction, Sophie. Je vais commencer tout de suite. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Donc, je vais commencer. En fait, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous donner un portrait de la performance des fruits et légumes au Québec. Donc, ce qui se passe, on va regarder la croissance versus 2020. Je vais vous expliquer pourquoi on regarde la croissance versus 2020. Puis ensuite, on va regarder certaines tendances, les catégories en croissance et en déclin, les changements de priorité. On va regarder la performance des fruits et légumes au Québec. On va retourner sur les changements que la COVID-19 a apportés sur les consommateurs. Puis on va finir ça, on n'a pas vraiment le choix dans une petite section très joyeuse sur la pression sur les prix. Puis qu'est-ce que ça fait sur, en fait, notre industrie et puis sur certains secteurs. Francis, excuse-moi de te couper. Pas de problème. On ne voit pas ta présentation. Je pense qu'il faudrait que tu partages ton écran. Merci. Oui, pas de problème. En fait, je vais aller avec ça. Est-ce que là, ça va mieux? Je suis désolé. Je ne sais pas ce que j'ai fait de pas correct. Est-ce que Lucie, ça va là? Ça va? Parfait. Merci. Donc, ce que j'expliquais tantôt, c'est qu'on va segmenter ça en 3, mais on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ont déjà vu mes webinaires, vous êtes familiers avec ce tableau-là. En fait, on s'en sert chez Nielsen IQ pour montrer ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie. Ce qui se passe, c'est qu'on connaît toujours de la très grande croissance. Mais cette croissance-là, c'est versus 2020. Là, je vais faire attention, souvent je dis versus 2019, parce que ça fait déjà 2 ans et on a 2 ans d'historique. Donc, si on regarde la performance versus 2020, on est 10 de croissance dans l'ensemble du marché. Pourquoi regarder versus 2020? Si je regardais versus l'année dernière, il y a trop de fluctuations, il y a des périodes de stockpiling. Donc, il y aurait un déclin, mais en fait, il n'y aurait pas un déclin, il y aurait une stabilité à 0. Mais en fait, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé dans notre industrie en tant que telle, il faut la regarder versus 2020, le début de l'année, donc une croissance de 10 %. En gros, c'est près de 3 milliards de ventes additionnelles qu'on aurait ajoutées pour l'ensemble des catégories Fast Moving Consumer Goods, dans les catégories CPG. Si on regarde les catégories juste alimentaires, c'est 3 milliards de croissance et 12 % de croissance. Puis vous le voyez, les catégories transformées, c'est 1,5 milliard. Et les fruits et légumes, c'est 282 millions de dollars. C'est une croissance de 10 % qui est la même chose que la diapo précédente. Donc, on voit beaucoup de pression. Vous êtes dans l'industrie, que vous soyez détaillant, que vous soyez fournisseur, producteur. Je ne suis pas obligé d'aller dans le détail comme je vivais avec certains autres groupes. Vous la connaissez, cette pression-là. Mais on le voit, c'est difficile, mais c'est un très beau temps pour être dans l'industrie. C'est pas très peu l'industrie qui connaît ce genre de croissance-là. Donc, on le voit, fruits et légumes, croissance de 10 %, près de 300 millions de dollars de ventes additionnelles versus 2020.
La croissance est légèrement en dessous de ce qu'on voit dans le total d'alimentation, donc l'importance des fruits et légumes a légèrement diminué de 0,3 points. Donc, on va s'arrêter à ça tantôt. Là. Pour ceux qui ont déjà vu les webinaires, ça va être une répétition. On est vraiment passé à travers différentes vagues pendant la pandémie. Donc, au tout début, dans les premières semaines de mars, on a vraiment magasiné. C'est là, dans un webinaire précédent, j'en avais parlé, c'était le temps des catégories surgelées puis en conserve. Donc, dans les premières semaines du mois de mars, puis ça s'est continué aussi au mois d'avril, ça a été vraiment, bien, on se rappelle tout du papier hygiénique, beaucoup de produits nettoyants, les masques, les gants, le Purell, mais beaucoup de conserves et des aliments faciles à stocker, des mets surgelés. Donc, c'était vraiment une emphase vraiment différente sur certaines catégories. Après ça, on s'est habitué à une nouvelle réalité. Là, c'est là que les gens commençaient à vraiment cuisiner, que ce soit de la boulangerie ou des repas à la maison. Donc, on se rappelle, les restaurants étaient fermés. Donc, de mars à juin 2020, là, une hausse des nécessaires pour cuisiner, une hausse des nécessaires pour cuisson, catégories pour déjeuner, aliments préparés. Encore là, on est en train de s'habituer à cette nouvelle réalité-là. Je ne vais pas passer trop de temps, c'est le passé quand même. Après ça, on a pris les vieilles habitudes pendant l'été, les restaurants n'étaient pas vraiment ouverts, mais on a commencé à revoir des gens. On se rappelle, là, dans un webinaire précédent, c'était beaucoup de catégories qui étaient liées au barbecue, donc la viande fraîche, les légumes. Ça a été un bel été. On ne parle pas de météo ici, on parle de vente pour les légumes. L'été 2020, catégorie pour la maison. Catégorie, on avait fait des staycations, donc on avait fait des vacances au Québec. Des catégories là, qui s'amenaient beaucoup facilement en camping, les boissons froides et l'alcool. On a connu Noël en bulle. On a repris les vieilles habitudes à l'été 2021. Là, je sais, là, il y a quand même eu un confinement au début de 2021. Ça a un impact dans les ventes, c'est certain. Mais je veux aller plus tôt dans les bonnes nouvelles. On reprend nos vieilles habitudes en été 2021. Là, il y avait plus de restaurants ouverts, il y avait une moins grande part du virus. On a moins connu la croissance barbecue qu'on avait connue à l'été 2020. Donc, l'été dernier, c'était un moins bon temps pour les légumes puis les catégories qui se retrouvaient dans ce genre de rassemblement-là. Puis, il y avait moins d'investissements extérieurs autour de la maison, puis des staycations. Donc, vraiment, l'été passé, c'était vraiment une reprise, pas à la normalité d'avant la pandémie, mais c'était pas le même été 2021 versus l'été 2020. Là, le retour au travail, les fêtes un peu plus normales, le manque d'inspiration dans la cuisine, on se retourne vers des mets préparés, des mets surgelés. On recommence à acheter des cosmétiques. Je sais que ce n'est pas du tout dans notre industrie aujourd'hui, mais quand même, on a vu un impact. Pour votre information, les cosmétiques, ce sont les catégories qui connaissent le plus de croissance présentement. Normal, ça fait 2 ans qu'on n'achète pas. Fait que là, on voit plus de gens, on recommence à aller travailler au bureau, donc il y a ces catégories-là qui sont en croissance. Puis par des variants, ça fait en sorte que la confiserie et l'alcool recommence à connaître de la croissance. Donc, vraiment, c'est un charabia de tendance. C'est difficile à identifier certains trucs, mais on peut quand même dire des catégories qui sont en déclin. Si c'est des catégories non alimentaires, ça va vous donner quand même un mindset de ce qui se passe dans l'industrie. Donc, les gens, des catégories de sécurité, les désinfectants pour les mains, le masque pour le visage, les thermomètres, c'est certain qu'on en a acheté tellement au début de la pandémie que là, il y en a beaucoup moins qui sont achetés au Québec. Dans la cuisine, on avait acheté, écoutez, quand on cuisine ou on fait de la pâtisserie, papier ciré, des trucs pour le stockage alimentaire, ça, on en avait assez. Ça fait que c'est des catégories qui sont en déclin. Papier hygiénique, on le voit. Puis, retour au salon, je le disais, les catégories de beauté permanente, coloration pour les cheveux, ça, c'est en déclin au Québec. Si on va dans les catégories alimentaires, comme je le disais tantôt, là, je suis allé rapidement, mais quand même, on fait beaucoup moins de pain aux bananes, ce qui est une bonne nouvelle pour plusieurs. Donc, toutes les catégories qui étaient liées à ça, la levure, le lait en poudre, la poudre relevée, les mélanges pour brownies, la farine, on s'en rappelle qu'on en avait manqué au début de la pandémie. Là, c'est vraiment des catégories qui retournent à leur habitude. Donc, oui, on cuisine moins. Puis ça va avoir des impacts pour le reste de la présentation, ça va avoir des impacts pour vos catégories. Donc, les mélanges pour la soupe, le poisson en conserve, les riz, les pâtes, on a vu un ralentissement et un déclin pour plusieurs de ces catégories-là. Donc, il y a toujours beaucoup de Canadiens qui cuisinent. C'est toujours 62 des Canadiens qui cuisinent plus qu'avant la COVID, qui passent plus de temps dans la cuisine, mais on le voit, il y a une cuisine fatigue. Vous allez m'entendre utiliser cette expression-là, ça explique certaines tendances, ça explique la croissance. Puis là, j'ai enlevé la diapo, mais j'aurais dû la garder parce que ça a un impact pour vous. Il y a encore beaucoup de croissance dans les catégories surgelées. Donc, vraiment, cette cuisine fatigue-là, ça mène à une solution
ou une recherche de solutions rapides, ou en anglais, ils disent convenient. Donc, on le voit là, dans les mets surgelés, toujours de la grosse croissance. Dans les mets préparés, les comptoirs de mets préparés, que ce soit le comptoir délit ou les solutions repas, grosse croissance là, les opportunités pour les fruits et légumes, c'est certain. Puis on boit différemment. Là. Vraiment, là, c'est la pandémie fait en sorte qu'il y ait des nouveaux comportements qui sont arrivés dans le marché. Donc, ça a un impact sur les boissons. Ça a un impact également sur la façon, là, je retourne au fait qu'on cuisine. Ça, c'est à prendre en considération parce que ça peut avoir des impacts sur votre marketing ou la façon d'approcher certaines catégories. Ce qu'on remarque présentement dans les cuisines québécoises et canadiennes, c'est qu'on expérimente beaucoup. Les sauces orientales, les aliments chinois, les produits mexicains, toujours cette recherche d'inspiration-là. On l'a vu, c'est très récent, cette croissance-là là, vers des spécialités moyen-orientales. Là, je parle de tofu, substitut de viande, boissons de soya et autres. J'en avais parlé lors de la présentation là, de l'événement de la QDFL. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur le plant-based proteins, mais on voit toujours très, très grosse croissance dans les tofu substituts de viande et dans les boissons de soya et autres. J'en avais également parlé pendant ces présentations-là. C'est la présence grandissante des milléniaux dans l'ensemble des réseaux qui font en sorte que ces catégories-là connaissent la croissance. Il y a d'autres choses. Là. Il y a la recherche de santé ou d'une certaine atteinte de santé qui explique que les consommateurs se tournent vers ces biens-là. Pas ces biens-là, mais ces catégories-là. Mais la présence grandissante des milléniaux a un impact également dans la consommation. Je le disais tantôt, c'est 62% des Canadiens qui continuent de cuisiner davantage à la maison. Ça, c'est une donnée de décembre 2021, donc c'est assez récent comme donnée. On va le voir à la fin, on va terminer avec des données de restaurants d'un de nos partenaires que je trouvais intéressant de partager. Ça va avoir un impact dans les semaines qui viennent sur les ventes de catégories de fruits et légumes, mais quand même, c'est 62% au mois de décembre qui nous disait ça. C'est certain que si on refaisait le même sondage, ce serait sûrement un peu plus bas, mais quand même. C'est 80% des consommateurs canadiens qui nous disent qu'ils ont réévalué leurs priorités à cause de la COVID-19. C'est pas une surprise, là. Ça fait 2 ans qu'on est dans la pandémie, donc il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des changements de consommation. On va en avoir quelques exemples dans les diapos qui viennent. C'est 25% des Canadiens qui déclarent que leurs priorités sont totalement différentes de celles de 2020. C'est 40% qui nous disent qu'ils ont réévalué un certain nombre de choses. Puis quand on demande aux consommateurs canadiens, pourriez-vous identifier sur quoi vous allez mettre plus d'emphase, sur quoi vous êtes plus enclin à acheter dans les 2 prochaines années? Très bonne nouvelle pour la QDFL, pour vous, producteurs, distributeurs. Les produits frais sont parmi le groupe de produits qui vont le mettre plus d'emphase. Clairement, on va en parler dans les diapos qui viennent, mais la COVID-19 a un impact sur la santé physique et mentale des consommateurs. Ils savent très bien que les produits frais peuvent jouer un rôle pour répondre à certains impératifs de santé. Donc, la campagne que la QDFL a remporté des prix à Dux, c'est totalement dans cet esprit-là. En fait, Mario m'agaçait quand j'ai dit que j'avais la COVID, il me dit « Mange des fruits et légumes », mais c'est un peu ça, cette recherche de santé-là. Option plus saine, sans OGM, bio, on le voit qu'il y a dans la phase. Environnement durable, de mon quartier, on va parler de ça tantôt. Puis abordable à bas prix, on va en parler. Puis on le voit, là, c'est un des aspects les plus flagrants. Puis ça, c'est en décembre 2021. Ça, c'est avant les grandes phases d'inflation puis de hausse des prix d'essence. On le voit, ça va être une dichotomie. On va chercher à acheter des options qui sont plus premium, mais on va quand même chercher les bas prix. On va en parler tantôt. Donc, ce que les gens nous disent quand on leur demande qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que la COVID a changé dans vos vies, c'est un tiers des Canadiens qui nous disent que j'essaie de vivre plus sainement en faisant plus d'exercice et en choisissant des aliments sains. Puis après ça, ça a un paquet de changements, c'est un paquet d'influences dans le comportement des consommateurs. C'est certain, on passe plus de temps à la maison. C'est mon cas, là, je suis télétravail depuis 2 ans. Donc, je mange des restes beaucoup plus souvent. Je snack plus. Donc, ça, c'est vraiment des comportements qui, en fait, ces réponses-là ne me surprennent pas parce que je le vois à la maison, là, ça a un impact directement. Il y a des gens qui nous disent qu'ils achètent plus en prévision de possibles out of stock. On a vu certaines vagues au mois de janvier où certains détaillants ont manqué de stock. Donc, ça, c'est peut-être entré aussi là, dans une. C'est pas la majorité, c'est 30% des consommateurs qui nous disent ça. Mais ça va quand même être une façon là, de voir
la façon qu'on achète des produits comme tels. D'autres choses, il y a un quart des Canadiens qui nous disent qu'ils ont de la difficulté à manger et boire sainement, qui ont besoin d'influence. Les gens ont besoin d'inspiration. Vous allez me l'entendre dire plusieurs fois dans la présentation parce que je pense qu'il y a des opportunités pour les producteurs de fruits, les distributeurs de fruits et légumes, d'aider le consommateur à manger et boire plus sainement. Alors là, je fais un parallèle avec la campagne de Dux qui encourage exactement ça. Je me lasse de manger, de boire les mêmes choses. La façon dont je prépare et cuisine les repas est très différente de celle d'avant COVID. Encore là, besoin d'inspiration, besoin de recettes. Je fais un parallèle avec la cuisine fatigue. Clairement, les gens ont besoin d'aide dans la cuisine. Très belle opportunité pour toute notre industrie de faire un meilleur job. Ils sont prêts à essayer des nouveaux produits, des nouveaux services, des prêts à cuire. Est-ce qu'on a le bon prix? Est-ce qu'on a le service qu'on a besoin? J'en avais parlé dans la présentation, la dernière présentation que j'avais faite avec la QDFL. Il y a beaucoup de consommateurs qui achètent moins de fruits et légumes parce qu'ils ne savent pas comment les préparer ou ils n'achètent pas plus de fruits et légumes parce qu'ils ne savent pas comment les préparer. Clairement, il y a pas un cri à l'aide, mais une demande d'inspiration et d'accompagnement des consommateurs québécois. C'est intéressant également de regarder ce qui se passe avec les travailleurs à la maison versus ceux qui retournent au bureau. C'est eux qui ont gagné plus de poids, ils grignotent plus, ils se font livrer des plats, ils mangent plus souvent des restes. Vraiment, c'est une dichotomie, puis il faut la comprendre. Il y a déjà beaucoup de sites web qui sont embarqués dans cette tendance-là, qui offrent soit des livres de recettes ou des idées pour snacker différemment ou manger. Je le sais que moi-même, à la maison, des fois, moi, j'étais le genre qui sortait au restaurant au centre-ville régulièrement. Là, des fois, je la trouve un peu moins drôle parce que je manque d'inspiration. Donc, je peux voir également certains producteurs prendre cet angle-là spécifique de vouloir aider les consommateurs, les travailleurs comme moi qui travaillent à la maison et je ne suis pas seul. Ce qui est beau aussi avec depuis le début de la COVID, c'est l'aspect local. J'en ai parlé plusieurs fois, mais les consommateurs sont soudainement conscients que notre industrie locale a une importance. 30% des consommateurs canadiens qui disent vouloir faire leur achat dans le quartier puis qui préfèrent acheter des marques locales. C'est encore plus important là, quand on regarde les légumes versus les fruits. Normalement, là, il y a beaucoup d'importations dans les fruits, mais c'est 41% des Canadiens qui identifient l'aspect local des légumes comme étant important. Vous voyez là, bio, naturel, c'est autour de 20 à 30%. C'est vraiment là, au niveau de l'aspect local qu'il y a un attribut sur lequel les fruits et légumes peuvent jouer, ça c'est certain. C'est également à ce niveau-là que les consommateurs sont prêts à payer plus. C'est 57% des Canadiens qui nous disent être prêts à payer plus pour un produit local. Comme ça, vous le voyez sur le bio, sur le durable, mais c'est vraiment sur l'aspect local. Il n'y a pas de grosses différences entre chaque. Malheureusement, le Canada est sous-développé comparativement, pas sous-développé, mais sous-représenté comparativement à la moyenne internationale. Mais il y a quand même une ouverture des consommateurs canadiens à payer plus pour un produit qui est local. Donc là, on va regarder spécifiquement la performance des fruits et légumes. Puis ici, on va regarder le Québec. Donc, ici, vous allez voir un chiffre légèrement différent du 283, je pense que je mentionnais tantôt de croissance. Donc, si on regarde les légumes et les fruits combinés, vous allez comprendre dans la prochaine diapo, c'est 300 millions de croissance versus 2020. Encore une fois, belle pression sur notre industrie. C'est 163 millions de ventes additionnelles au niveau des fruits qui connaissent plus de croissance que les légumes. 8%, 143 millions de ventes additionnelles. Les légumes qui restent plus importants, là, avec 1,8, presque 1,9 milliard de ventes, c'est 55% des ventes de ce département-là. Mais puisqu'il y a moins de croissance au niveau des légumes que des fruits, les légumes perdent de l'importance dans l'ensemble des ventes. Donc, ce que c'est le total des fruits, c'est les frais surgelés, puis ce qui est en conserve. Donc, le frais reste la très grosse partie des ventes à 92% des ventes de fruits, 12% de croissance. Surgelé connaît plus de croissance. Cette croissance-là, elle est quand même continue depuis le début de la pandémie. Elle avait ralenti un peu après vers la fin de 2020, mais ça s'est toujours assez soutenu à 6% de croissance. Ça l'a repris un peu, puis on va en parler tantôt là, depuis le début de la pandémie. Puis la conserve qui est à 2%. Ici, je n'ai pas les jus, parce que c'est difficile pour nous d'identifier les jus, mais dans ces trois catégories-là, c'est le surgelé qui mène au niveau de la croissance, suivi par le frais puis par la conserve. Si on fait le même exercice au niveau des légumes, on a 1,9 milliard de ventes, 8% de croissance. Puis ici, là, c'est la conserve et les surgelés, c'est égal à 4% d'importance. Le frais est à 92.
Le frais connaît plus de croissance que la conserve. Donc, vous le voyez ici, dans l'ensemble, comme je le disais tantôt, les légumes, c'est un peu plus difficile. Les fruits, largement dominés par les baies. Ensuite, suivi par les raisins, les pommes. Donc, les deux grandes catégories où il y aurait des joueurs locaux, les baies, les pommes connaissent la croissance. Les baies performent mieux à 19% de croissance. C'est vraiment une belle performance pour ça. Écoutez, je suis pas assez familier pour parler de différentes catégories comme telles. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de parler avec Sophie puis avec Mario, parce qu'il y a plein d'autres aspects d'importation puis de température. Mais vraiment, ça, c'est le portrait de la croissance des dollars. Après, si on regarde les croissances, en fait, les catégories les plus importantes de légumes, donc on voit les tomates à 12% de croissance. Le tomate qui est vraiment le groupe, la catégorie la plus importante dans les légumes, suivi les pommes de terre, les poivrons, puis ainsi de suite. Donc, vous le voyez, le déclin des pommes de terre affecte la performance overall des légumes comme tel, parce qu'il y a quand même de la belle croissance pour les autres catégories comme telles. Si on regarde les croissances les plus importantes au niveau des fruits, les cerises, les kiwis, les limes, on est beaucoup dans les légumes importés. Comme je te disais tantôt, je ne suis pas assez familier, je ne pourrais pas dire « Ah oui, les cerises, c'est à cause de ça ». Mais quand même, ça vous donne une importance là, de la production locale dans certaines catégories qui n'est pas là, au niveau des fruits. Puis au niveau des légumes, rapini, posez-moi pas de questions sur les rapini, je n'aime vraiment pas ça. Mais vous le voyez, là, les différentes catégories. Ici, il y a toutes sortes d'influences qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il peut y avoir la migration, là aussi, je regarde le bok choy ou les racines. C'est certain que la cuisson a sûrement aidé la catégorie de l'ail. Donc, vous voyez là, plusieurs raisons qui expliqueraient cette performance-là, overall. Puis là, je vais terminer en parlant de la pression sur les prix. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Je vais terminer en parlant de ce qui se passe au niveau des restaurants. Et là, je vais vous parler un peu d'inflation et de pression sur les prix. Il faut savoir qu'en juillet 2019, il y a quand même 30% des Canadiens qui nous disaient que les fruits et légumes étaient trop chers. C'est 46% des Canadiens qui nous disaient qu'ils en achèteraient plus, qui étaient moins chers. Ça, on est en juillet 2021. Ça, c'est avant qu'on commence à prononcer le mot inflation, comme on le présente présentement. Il faut se rappeler aussi, si on remet dans le contexte, que la COVID, ça n'a pas été des grosses dépenses pour tout le monde. C'est quand même 40% des Canadiens qui ont souffert de la COVID-19, soit par une perte d'emploi, de revenus. C'est un quart des Canadiens qui continuent, ça c'est en décembre 2021, qui continuent de souffrir de la COVID-19, de la pandémie. Donc, ils ne sont pas retournés au niveau de sécurité financière qu'il y avait à la pandémie. C'est 16% qui nous disent qu'ils sont confiants d'être à nouveau sur la bonne voie. Donc, on le voit, ça n'a pas été rose pour tout le monde. Puis, la pression qu'il y a présentement dans notre industrie, elle n'est vraiment pas. C'est 68% des Canadiens en décembre 2021 qui nous disaient que les achats de terre coûtaient plus cher qu'il y a 6 mois. Ça, c'est en décembre 2021. Je suis certain qu'on repose la question présentement, ça serait beaucoup plus élevé. Puis, by the way, ça, c'est un des taux les plus élevés à travers le monde. Donc, je ne dis pas que l'inflation ou la pression sur les prix est plus élevée sur les Canadiens ou au Canada en particulier. C'est juste que les Canadiens le ressentent plus, par exemple, que les Américains. La réponse est beaucoup plus basse aux États-Unis. Quand on demande aux Canadiens est-ce que le prix a une influence sur votre choix de fruits et légumes, c'est seulement 13% des Canadiens qui nous disent que le prix n'a pas d'influence. Donc, c'est 87% qui nous disent choisir des fruits et légumes en fonction du prix. Donc, vous le voyez à droite, on a posé des questions aux consommateurs. Qu'est-ce que vous considérez quand vous faites de l'achat de fruits et légumes? Les consommateurs canadiens, c'est clair, on a posé beaucoup de questions, ont une gamme de prix définie, puis ils vont y aller dans la meilleure qualité dans cette gamme de prix définie-là. Donc, c'est difficile de leur vendre un produit qui va sortir de cette gamme de prix-là. Il y a également une question de valeur. Les Canadiens ne vont pas vers un prix le plus bas. Ils ont vraiment une gamme de prix. OK, les raisins, c'est entre 99 sous et 2,99. Puis ici, là-dedans, si la qualité est là, je vais le prendre. Donc, les Canadiens, ce qu'on a remarqué quand on regarde les fruits et légumes, connaissent les prix, puis ils vont rester dans cette gamme de prix-là. Ce qui se passe présentement, c'est difficile pour plusieurs Canadiens de refaire ces mindsets-là. Les prix ont, pas, j'allais dire, beaucoup augmenté. Les prix ont augmenté. Donc, vous le voyez là dans le graphique, à partir du mois de janvier, ça, c'est des hausses versus l'année précédente. Puis je le répète tout le temps, ça, c'est versus l'année précédente et les prix avaient augmenté versus l'année d'avant. Donc, en fait, je devrais faire ce diapo-là, ce graphique-là, en comparant les prix de 2020
2019, ce sera encore plus élevé. Mais en gros, dans les 12 dernières semaines, les prix ont augmenté de 5 Statistique Canada a ses propres chiffres. Nous, c'est vraiment le prix à la tonne de l'ensemble des catégories. Puis là, si on le regarde avec les fruits et légumes, donc ici en jaune, c'est la moyenne. Les légumes sont en vert, les fruits sont en rouge. Les fruits, là, depuis le début de l'année, je le sais comme consommateur, c'est une augmentation de 16 des prix moyens. Les légumes, c'est à 4 mais j'imagine que cet été, il va falloir s'attendre à avoir une hausse assez importante. Donc, c'est vraiment des grosses fluctuations de prix comme tel. Puis si on y va spécifiquement par catégorie, je le disais, là, les fruits, c'était élevé. C'est pas juste la hausse des avocats ici. Les raisins, je le constate moi-même. Les oranges, les melons, les citrons, il y a vraiment des grosses hausses de prix au niveau de plusieurs prix. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'importation puis ce que ça implique la météo comme telle, mais on le voit, les hausses de prix dans le marché. Alors que ce qu'on regarde dans les légumes, on ne voit pas ces hausses de prix-là présentement. Champignons, brocolis, céleri, il doit y avoir d'autres facteurs, mais même que pour certaines catégories, comparativement à l'année dernière, là, il y a des baisses de prix. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Ce qui se passe également, on n'en a pas parlé dans la diapo précédente, mais les volumes de promotion sont beaucoup moins élevés dans le marché. Donc, les prix ont augmenté, puis l'importance de la promotion a diminué. Donc, les consommateurs se retrouvent vraiment à trouver beaucoup moins de produits en promotion. Puis quand ils sont en promotion, ce qu'on appelle le depth of discount est plus bas. Donc, moins de promotions, quand il y a des promotions, sont encore moins avantageuses. Donc, vraiment, c'est un conundrum que les consommateurs, là, ça devient difficile pour certains consommateurs. Ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Car les circulaires et la promotion sont très importantes dans les fruits et légumes. Ici, les chiffres ne sont pas très élevés, mais quand même, pour avoir travaillé beaucoup dans ces chiffres-là, c'est quand même important. La circulaire a une influence directe sur l'achat de fruits et légumes. C'est plus élevé que l'ensemble des périssables, c'est plus élevé que l'ensemble des catégories comme telles. L'influence de la circulaire, l'influence des promotions, ça, c'est avant d'aller en magasin. Vous voyez, le programme de loyauté, l'influence digitale n'est pas là pour les fruits et légumes. Pour les fruits et légumes, quand les consommateurs canadiens et québécois font des choix, c'est la circulaire et la promotion. Puis une fois dans le magasin, le choix est déjà souvent fait. Les légumes ou les fruits qui vont attirer l'attention, ça, c'est une importance. La promotion va se rajouter là-dessus. Mais vraiment, ce sont des décisions qui sont prises avant d'aller dans le magasin. Puis là, on en parlait tantôt. Alors, on l'a vu, il y a de la pression sur les prix. Qu'est-ce que les consommateurs vont faire pour répondre à cette pression-là, puis ces hausses de prix-là? Ils vont entendre que les produits préférés soient en promotion sur un tiers des Canadiens. Ça, ici, il y avait un choix seulement disponible, n'importe quelle marque en promotion. Il y a 20 des Canadiens qui nous disent « Je vais acheter certains produits carrément ou acheter des plus grands emballages ». Je le disais tantôt, je parlais tantôt de la COVID comme telle, qu'on avait été chanceux d'être dans notre industrie. Je vous dirais, face à ce qui va se passer dans les 12 prochains mois, on est toujours chanceux d'être dans notre industrie. Quand on a demandé aux Canadiens, c'est quoi vos intentions de dépenses pour les 12 prochains mois, vous le voyez, c'est l'épicerie qui est en premier, qui va rester très important pour les consommateurs, surtout pour les services publics. Les loyers puis le remboursement de la dette, en fait, c'est un peu une question de survie. Mais vous le voyez, là, 32, à moins 32, le repas à l'extérieur de la maison, divertissement à l'extérieur de la maison, les gens vont mettre moins l'emphase sur ça. Vous allez voir dans les quelques diapos qu'il y a quand même un retour au restaurant, sauf que les gens nous ont dit en décembre 2021 qu'ils étaient pour mettre moins l'emphase, qu'ils vont mettre beaucoup plus sur l'emphase sur les besoins essentiels. Toute cette pression-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la marque privée gagne en importance. Donc, il y a des gens qui se retournent vers la marque privée pour épargner. Vous le voyez, la marque privée connaît la croissance partout, sauf dans les beautés santé versus la marque nationale. Si on regarde spécifiquement pour les fruits et légumes, les fruits surgelés, super important, la marque privée, plus 25 de croissance versus un déclin de 16 pour la marque nationale. Les fruits en conserve, c'est la seule catégorie où que les fruits de marque privée, des produits de marque privée dans la conserve de fruits ont décliné versus la marque nationale. Et ça, c'est vraiment un jeu. Également, dans les légumes surgelés, grosse importance de la marque privée. Croissance de 14 versus un déclin de 7 Donc, il y a la marque nationale, il y a le recours aux marques privées. Il y a un retour aux discompteurs. Pour ceux qui ont déjà vu ce webinaire-là, une version précédente du webinaire,
on en a beaucoup parlé qu'au début de la pandémie, les gens avaient commencé à retourner dans les conventionnels ou aller beaucoup plus dans les magasins conventionnels tels IGA et Métro pour réduire leur visite dans les escompteurs tels que Super C, Maxi et Walmart. Il y avait une raison pour ça au début de la pandémie, c'est que les gens voulaient concentrer leurs achats dans un détaillant qui offre plus d'items. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec la pression sur les prix, puis la peur de faire des visites dans certains magasins est partie. Donc, les escompteurs connaissent, je dirais, beaucoup de croissance. C'est rare qu'on voit autant de croissance. C'est 37 d'importance au Québec. Puis, vous le voyez, ils font des gains dans chaque département. Donc, si on regarde spécifiquement pour les fruits, c'est 37,6 des ventes de fruits qui se font dans les escompteurs. C'est 1,4 points de part de marché de gagner dans les 12 dernières semaines. Puis vous le voyez, là, si une catégorie est en vert, c'est parce que les escompteurs font des gains, puis ils font des gains dans chaque catégorie de fruits. C'est vrai également pour les fruits surgelés et les fruits en conserve, où les escompteurs sont encore plus importants. Donc, des gains dans presque tout pour les fruits au niveau de ces escompteurs. Puis l'histoire est la même pour les légumes. Donc, vous le voyez ici, là, un gain de 2,1 de part de marché pour les escompteurs. Les escompteurs sont plus importants là, au niveau des légumes au Québec. Puis on le voit, il y a juste un salade en sac qui ne connaît pas de gain. Puis, je le disais, les escompteurs sont plus importants. Regardez la part de marché au niveau des légumes surgelés et des légumes en conserve. C'est près de 50 là, donc un surdéveloppement pour ces deux catégories-là dans le réseau des escompteurs au Québec. C'est écrit là, escompteurs fruits, je me suis trompé, c'est escompteurs légumes, mais vous le voyez, des gros gains. Donc, il se passe beaucoup de choses présentement dans l'ensemble des marchés. Il y a beaucoup de pression. Ça, c'est un portrait au début de l'année. Il faut updater, il va falloir mettre à jour certains de ces chiffres-là. Mais les mass merch, donc Walmart, les clubs entrepôts, Costco connaissent plus de croissance que les marchés conventionnels. Il n'y a pas de surprise. Donc, dans les prochains mois, il va vraiment falloir garder un œil là-dessus. Je viens de parler de Walmart, je viens de parler de Costco. Présentement, ce ne sont pas des réseaux préférés pour l'achat de fruits et légumes au Québec. Clairement, les gens se tournent, vous le voyez là à gauche dans le graphique, à 70 des cas, se tournent vers les épiceries pour acheter des fruits et légumes. Sauf qu'il y a quand même un potentiel d'attirer des consommateurs dans ces réseaux-là. C'est quand même 49 des Québécois qui nous disent qu'ils seraient ouverts à acheter des produits, des fruits et légumes dans les magasins, chez Walmart, puis un petit peu moins chez Costco. Il y a une game à jouer avec les fruits et légumes. Il y a des opportunités. Ici, ça peut peut-être vous surprendre. C'est pas la première fois que je présente ces données-là, mais les fruits et légumes ne se retrouvent pas dans les paniers stock-up, donc les gros paniers. Les fruits et légumes se retrouvent surtout, comme vous le voyez, à 61 des cas ou 56 des cas pour les légumes, dans les paniers quick in and out. Donc, je vais retourner à mon commentaire sur l'inspiration, sur les recettes. Les fruits et légumes ont un rôle spécifique à jouer d'attirer les consommateurs dans les détaillants pour une préparation de repas qui se fait à travers la semaine. Donc, ce n'est pas un produit qui se retrouve beaucoup dans les gros paniers fill-in ou stock-up. C'est plus une option, une façon d'attirer les consommateurs dans les magasins. Il y a un rôle, il y a une opportunité à jouer à ce niveau-là. Je le disais tantôt, je regarde le temps passer. Je vais terminer, là, j'ai 2-3 diapos sur les restaurants, parce que je trouve ça intéressant. C'est des données d'une compagnie qui s'appelle CGA avec qui on travaille. Donc, c'est 83 des Canadiens qui sont sortis au restaurant en mars 2023. Donc, c'est une bonne augmentation de 11 points versus février 2022. Les bars, 31 les bars, c'est un peu moins important pour les fruits et légumes, mais on le voit. C'est 3/4 des Canadiens qui disent qu'ils étaient vraiment satisfaits de retourner dans un restaurant, qui avait manqué d'atmosphère. Puis cette visite-là, les 2/3 là, des Canadiens disent que cette visite-là avait rempli leurs attentes. Puis ils ne sont pas seulement retournés une fois ou 2 fois, ils sont retournés 3 fois depuis le début de l'année. Donc, clairement, il y a un retour au restaurant, ce qui est une bonne nouvelle pour les gens dans la salle, je suis désolé, dans le webinaire qui font affaire avec la HRI. C'est une moins bonne nouvelle pour ceux qui avaient profité du fait que les gens restaient à la maison pour faire des barbecues, plus recevoir des amis, mais quand même, il va falloir atteindre un équilibre. On n'est toujours pas à un retour à la normale. C'est 26 des Canadiens qui nous disent toujours pas retourner au niveau d'avant dans leur visite. Mais vous le voyez, là, ces taux-là diminuent, donc on va garder un œil là-dessus. Pour ceux qui ne retournent pas, c'est toujours cette peur de la COVID, que ce soit de la famille ou sa propre peur de la COVID. Mais on le voit là, en deuxième niveau, c'est j'essaie d'épargner, j'ai moins de revenus disponibles.
comme je le disais tantôt, les prochains mois vont être assez intéressants à suivre. C'est pas facile avec la sixième, Sophie en parlait tantôt, avec la sixième vague, de voir ce qui va se passer. Là, je viens de montrer des chiffres hyper roses, pas hyper roses, hyper positifs sur la performance des restaurants comme tel. Il faut voir ce qui va se passer à ce niveau-là aussi. L'inflation qui continue de mettre de la pression sur notre industrie, ça ne sera vraiment pas facile. Les consommateurs, on le voit, c'est difficile à le voir dans les chiffres, mais on voit qu'il commence à y avoir des choix au niveau des coupes de viande, au niveau de certains types de produits. On a parlé des marques privées, on a parlé des escompteurs. Donc, toutes les belles, pas les belles promesses, mais les beaux espoirs qu'on voyait dans nos données de décembre 2021 pour les gens qui veulent connaître la croissance de certaines catégories. Il va falloir voir ce que l'inflation et la pression sur les prix fait à ce niveau-là. Pour nous, Nielsen IQ, c'est très difficile de faire des prédictions avec la hausse des prix de l'essence, la guerre en Ukraine, tout l'impact que ça va avoir. On pense que les prochains mois vont être assez intéressants à suivre dans notre industrie. Donc, Sophie, moi, ça couvre un peu ce que je voulais discuter. S'il y a des questions, des gens qui veulent discuter de certains points, là, ça me ferait vraiment plaisir. Merci, Francis. Gênez-vous pas pour m'envoyer vos questions. J'en ai reçu par courriel par texto, mais si vous voulez en mettre aussi dans l'onglet discussion, gênez-vous pas. Donc, merci, Francis. Je pense que tu en as couvert très large, honnêtement. Merci beaucoup. On a vraiment un bon portrait de la situation. Je pense que ça fait du sens. Tu sais, malgré tout, malgré le contexte économique, tous les défis, c'est quand même encourageant pour les fruits et légumes. Puis, je pense que tu nous as bien pointé les opportunités. Tu as parlé d'inspiration. Les gens voyagent moins, ils ont besoin d'expérimenter plus en cuisine. Ils veulent des solutions, ils veulent des recettes. Puis, tu as aussi mentionné leur attrait pour les produits sains. Puis, ça me fait toujours plaisir de mentionner qu'on est le meilleur rapport qualité-prix valeur nutritionnelle dans l'épicerie. Donc, on est vraiment, je pense, un choix de prédilection. Peut-être 2 compliments avant de passer aux questions. Donc, merci Francis, bonne analyse et survol du marché. L'information est vraiment bien vulgarisée. Puis, une autre, pour un gars qui a la COVID, c'est pas mal ça coche. Ça te fait plaisir de les entendre. Puis, un merci aussi pour la portion restaurant, parce que c'est quand même une portion importante de notre industrie aussi. Là, on en vend des fruits et légumes. OK, je vais y aller avec les questions. Ça va un peu dans tous les sens. C'est comme difficile de choisir. Je vais y aller avec une de Christian Guitard. Est-ce que les ventes de type Cookit sont incluses dans tes ventes en ligne? Oui, mais c'est des données de panel de consommateurs. Donc, nous, on demande à nos panélistes, on a 4500 panélistes au Québec, de nous indiquer s'ils font des achats en ligne. Donc, c'est inclus là-dedans. Mais c'est pas aussi clair qu'une donnée qu'on reçoit de métro là, avec des données POS à tous les jours. C'est vraiment, on doit se fier à notre panel de consommateurs pour les données de Cookit. OK. D'ailleurs, concernant l'achat en ligne, est-ce que tu as des données spécifiques sur la satisfaction des consommateurs versus leur achat en ligne? Est-ce que le processus d'achat il est semblable aux autres catégories d'aliments? Est-ce que c'est encore vrai de dire que les consommateurs ils veulent toucher à leurs fruits et légumes avant de les acheter? En fait, il y a 2 types de consommateurs, Sophie. Puis ça, c'est des données qui datent de, je pense, mars de l'année dernière. Il y a toujours ce consommateur-là qui veut toucher et qui n'ira pas vers les ventes en ligne. Sauf qu'il y a un groupe de consommateurs qui a très bien compris que les détaillants, pour attirer les consommateurs, vont souvent donner son meilleur produit en ligne. Puis ça, on l'a remarqué, il y a des consommateurs qui sont même plus satisfaits de leur achat fait en ligne qu'ils vont faire en magasin. Pour l'avoir testé moi-même, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Sophie, moi, je n'ai rien à dire sur la qualité de ce qu'on achète en ligne. C'est vrai que les détaillants vont souvent choisir leur meilleur produit pour nous attirer et nous garder là, dans ce réseau-là. Oui, effectivement, j'avais dit ces données-là, comme tu dis, mais on se posait la question parce qu'il y a manqué de main-d'œuvre aussi, il y a manqué de commis en magasin, il y a manqué de monteurs de commandes. Donc, on se posait la question, est-ce qu'on a réussi à conserver cette qualité-là dans les dernières semaines, mois, puis à offrir le même panier à la maison via un achat en ligne? Oui, non, mais ça, je n'ai pas les dernières semaines, les dernières données, mais il y a comme 2 types de consommateurs. Parfait. Puis, j'ai des importateurs qui disent que si jamais on veut discuter là, de la hausse des prix fulgurants des fruits,
ça nous ferait plaisir. Puis, c'est sûr que le transport est un facteur vraiment important. Tu disais, il y a une hausse plus marquée sur les fruits qui viennent de l'importation. Ben, on a manqué de chauffeurs, nos containers sont restés pris, on a eu toutes sortes de défis aussi, ils viennent de plus loin, fait que le prix de l'essence, etc. Fait que c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps. Puis, je pense que c'est pas. En fait, la hausse du transport se maintient. Donc, il faut encore s'attendre, je pense, à des hausses de prix, là, ou en tout cas, pas à des baisses de prix dans ce secteur-là. Tout à l'heure, on parlait justement là, du prix des fruits et légumes. Peut-être, je me posais la question, est-ce que tu leur as déjà demandé aux consommateurs s'ils connaissent les raisons ou les facteurs qui expliquent l'augmentation des prix? Ou ce n'est pas des questions là, que vous avez déjà posées aux consommateurs? Aucune idée, Sophie. C'est quoi? Laisse-moi aller voir. Je me suis pris une note. Je vais aller voir. Je ne sais pas si on a déjà posé la question. Moi, je ne me rappelle pas de l'avoir déjà vu, mais ça se peut, ouais. Okay. Ça serait intéressant pour nous, dans les fruits et légumes, de voir à quel point ils comprennent ce qui influence le prix des fruits et légumes. Puis, c'est sûr que c'est dans notre mission de leur expliquer, parce que peut-être que s'ils comprenaient mieux que ce qui module le prix, peut-être qu'ils seraient moins influencés uniquement par le prix dans leur décision d'achat, parce que là, ils comprendraient pourquoi tout ça se passe. Mais ce qui est clair, Sophie, c'est dans notre étude, puis je suis repassé à travers les chiffres, c'est que les consommateurs ont vraiment une gamme de prix. En haut de 2,99 pour les raisins, je reviens à cet exemple-là, ils ne vont pas les acheter. Il y en a qui vont l'acheter, mais il y a beaucoup de consommateurs qui se définissent une gamme de prix, ils connaissent les prix de plusieurs fruits et légumes, puis ils n'iront pas plus que ça. Donc, on n'a jamais vraiment mesuré l'équité, pas l'équité, mais l'élasticité à ce niveau-là, mais on le sait qu'il y a des gammes de prix pour les consommateurs définis. Mais tu as raison, j'imagine qu'ils ne savent pas ce qui influence dans la gamme de prix. Il y a encore un petit peu, là, tu avais une diapo qui disait que la grande majorité des Canadiens cherchent des moyens d'économiser de l'argent. Ouais. Je me demandais, je ne l'ai pas vu dans les réponses, mais est-ce que réduire le gaspillage alimentaire, pour eux, c'est une stratégie pour économiser ou ça ne vient pas dans les réponses? Non, écoute, je vais me prendre une note pour celui-là aussi. Non, je ne sais pas la réponse pour ça, Sophie. C'est un bon point. Oui, parce que Mario dit souvent avec le mouvement J'aime les fruits et légumes, c'est pas ce qu'on achète qui coûte cher, c'est ce qu'on jette. Tu disais, on veut leur donner des solutions rapides, des recettes, de l'inspiration, mais il faut les outiller aussi à. Parce que c'est sûr que quand tu jettes, tu t'en rappelles. Tu es moins porté à en racheter à l'épicerie. Ouais. Donc, mais, je pense que ce serait intéressant de creuser cet aspect-là. J'ai reperdu mon autre question. On a parlé de prix. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Ah oui, tu disais que 62 des Canadiens cuisinent plus. Puis, on dit toujours qu'au Québec, on est plus foodies, on mange plus à la maison. Est-ce que tu penses que c'est une donnée équivalente ou peut-être que tu as la donnée ou ça pourrait même être plus? C'est une très bonne question, ça. On est foodies, mais on aime plus aller au restaurant que les Canadiens. Fait que je serais curieux de voir, de demander à mes collègues de travail si la donnée, elle est disponible. Si deux, est-ce qu'on confirme ce que tu viens de dire? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va plus au restaurant que la majorité des Canadiens. Fait que ça pourrait peut-être jouer sur le chiffre comme tel. C'est vrai, c'est qu'on aime ça, aller au restaurant. Oui, on aime ça. On a beaucoup de restaurants en plus. Tu sais, je ne me rappelle plus c'est quoi le chiffre, là, mais le ratio est beaucoup plus élevé, population restaurant au Québec qu'il l'est à l'extérieur du Canada. Puis, ta diapo sur le top 10, je me rappelle des légumes qui avaient une croissance fulgurante. Je ne sais pas si tu l'as pas loin. Allons voir. Allons voir. Ouais, je ne l'ai pas loin, c'est certain. Je vais y arriver. En fait, ce que je trouvais intéressant, là, puis je vois qu'en ligne, il y a beaucoup de gens du Québec, c'est que de mémoire, c'était que des produits, en tout cas, c'est des produits qui poussent au Québec. Fait que c'est intéressant de voir qu'on peut faire partie de... Je n'arrive pas à le partager, mais tu as raison. Il y a le rapini, il y a l'ail, les champignons, le bok choy qui est très faisable, la citrouille, le concombre, le chou de Bruxelles. En fait, c'est tous des légumes qui peuvent pousser ici. Là. Ouais. Une belle nouvelle. Puis je pense que le snacking aussi, c'est quelque chose qu'on avait comme commencé à exploiter avant la pandémie de notre secteur. Puis peut-être qu'on avait mis de côté, mais qu'il faut... on a gagné des prix, plusieurs de nos membres en innovation cette année, mais je pense qu'il ne faut pas le laisser de côté. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, il y a des opportunités pour les fruits. Il y a des opportunités pour beaucoup de catégories, mais des opportunités pour les fruits et légumes, ça, c'est certain. Excellent.
J'avais une question sur ben, à un moment donné, tu disais, une fois dans le magasin, les consommateurs sont plus attirés par l'attention apportée aux catégories versus les promotions. Qu'est-ce que tu veux dire par l'attention? Ça veut dire déjà dans leur tête, comme ils ont déjà choisi qu'ils allaient acheter, mettons, des agrumes ou des... Oui, c'est ça. Donc, l'attention sur un produit dans le magasin peut les faire changer d'idée. Mais sauf qu'ils partent déjà en magasin. Ça revient, c'était dans la même étude que les gammes de prix. Donc, ils partent avec déjà une liste de produits dans leur tête qu'ils veulent acheter. Ils vont consulter la circulaire. Ils vont identifier, OK, là, c'est le temps d'acheter ça. Donc, c'est difficile de les faire changer d'idée une fois en magasin. Sauf que l'attention peut un display peut les faire changer d'idée. OK, c'est ça. Fait que par attention, dans le fond, tu entends, là, c'est ça. C'est une mauvaise traduction, en fait. La présence d'une dégustation, une promo spéciale, un display. Dans le fond, toutes les stratégies qu'on peut faire pour attirer leur attention sur des catégories en particulier, ça peut les aider à changer leur plan de match. Mettons. Exactement. En fait, c'est une mauvaise traduction, là. Attention, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. OK, parfait. Non, mais c'est important pour nous parce que c'est ça, on veut avoir des opportunités de croissance. Fait que c'est des bons indices pour nous. Est-ce qu'il y en a qui ont tu as des félicitations, mais est-ce qu'il y en a qui ont des questions supplémentaires? N'hésitez pas. Ça va pour l'instant. De toute façon, on a donné un peu de matière à Francis pour continuer de creuser. Puis d'ailleurs, j'ai son adresse courriel. N'hésitez pas là, à m'écrire si jamais vous voulez entrer en contact avec Francis pour avoir des données sur vos catégories ou discuter avec lui là, de questions intéressantes que vous pouvez poser pour faire grandir vos ventes. Donc, Francis est toujours disponible et intéressé là, à développer là, encore plus d'intelligence sur les fruits et légumes. Loubna, je pense que tu as une question. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui. Bonjour à tous. Je voulais savoir, en fait, si à travers l'étude française, je ne sais pas s'il y avait des données sur le fait que les publicités sur le lieu de vente peuvent avoir un impact également sur l'achat. Parce que comme tu nous as dit, donc les gens sont prêts, ils ont en tête en fait leur liste d'achats à faire en magasin, selon les prix, selon le circulaire, etc. Mais est-ce que, par exemple, le fait d'avoir une publicité spéciale sur le lieu de vente, ça peut être un affichage ou autre, peut avoir un impact? C'est un peu ça, attention. Tu sais, ce qu'on vient de discuter avec Sophie, c'est d'attirer l'attention dans le magasin, donc la publicité en lieu de... Je vais creuser la question avec mes collègues de travail. Attention, mais je suis 99% certain que la publicité sur un lieu va faire exactement ça. OK, super. Parce que je sais que des fois, sur les médias sociaux, je vois notamment que les gens sont moins, comment dire, ils en ont marre un petit peu des publicités. En général, les gens n'aiment pas trop ça. Donc, je me demande si c'est la même chose dans les magasins. Est-ce que les gens font moins attention qu'avant, du moins, surtout ce qui va être publicité sur lieu de vente? Je n'ai pas de données là-dessus, mais moi, vraiment, il y en a tant que ça de la publicité dans les magasins? Je ne sais pas. Oui. OK. Merci. Ça fait plaisir. C'est une bonne question. En tout cas, moi, je me dis que comme consommatrice, en magasin, tous les trucs qu'on va pouvoir me donner là, dans les prochaines semaines pour m'aider à faire les meilleurs choix et en avoir plus pour mon argent. C'est comme tout le monde, on trouve ça plus difficile la fin du mois. Donc, c'est tout ce qui va pouvoir me donner des outils pour faire les meilleurs achats pour ma famille en magasin. En tout cas, moi, je vais être preneur. Je pense que tu ne seras pas la seule. Exactement. Mais encore un énorme merci, Francis. Puis on te souhaite un prompt rétablissement. Et on espère te revoir bientôt en forme. Puis on poursuit la discussion ensemble. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, merci à tout le monde pour votre attention. Là, je vous laisse repartir à vos journées toujours bien chargées et intéressantes. Et puis, je vous donne rendez-vous pour notre prochain événement où on pourra se serrer la pince en réel. Savourer aussi les pinces, les pâtes de crabe le 28 avril prochain au DOC. C'est la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire. Et merci beaucoup et à tout bientôt. Merci, Sophie. Merci. Bonjour tout le monde, à bientôt. Merci.